Bonjour et bienvenue à la 69e diffusion de 5e dimension. Dans les dernières vidéos, l'histoire interdite, Anatoly Fomenko démontre par des calculs mathématiques que l'histoire a été contrefaite et est plus courte que celle qui nous est enseignée. Dans cette diffusion et les suivantes, vous découvrirez sa nouvelle version de l'histoire qui répondra à vos questions sur la Grande Tartarie. Bien que très peu d'entre nous soient capables de se rappeler même des événements historiques les plus importants, au fond de nous, nous croyons que dans l'histoire, tout est suffisamment vérifié. Du moins, les historiens eux-mêmes connaissent tout et sont sûrs de leur savoir. Les visiteurs de musées ne songent même pas que dans les réserves sont conservés des centaines, voire des milliers d'objets qui ne sont jamais exposés, car ils contredisent les idées déjà faites au sujet de l'histoire. Alors pouvons-nous affirmer sans réserve que nous connaissons l'histoire? Chacun de nous est littéralement bourré d'informations historiques. Nous avons reçu ces informations des manuels, des radios, des programmes télé, des bouquins et des articles de journaux. Souvent, il est quasiment impossible de faire un tri critique de ces informations parce que depuis plusieurs siècles, ils ont été mutuellement raccordés ayant formé à la suite un monolithe de savoirs historiques, ou plus précisément de pseudo-savoirs, mais aussi à cause de l'énorme volume de ces informations. Il faut noter que de nos jours, on étudie l'histoire par pays et par époque. Probablement, cela n'a pas été fait intentionnellement. Mais cette approche ne permet pas à l'homme moderne de voir l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Au lieu de ça, ils vont en patchwork avec des trous béants de non-savoir. C'est pourquoi on est obligé de faire confiance aux autorités. Mais sont-elles si fiables, ces autorités? Ont-elles toujours raison? Ne cachent-elles quelque chose qui nous empêche de revoir d'une position critique notre passé? Il se trouve qu'il existe des moyens de vérifier la véracité de telle ou telle affirmation des sciences historiques. Cela s'est avéré à la portée non pas des historiens, mais des spécialistes dans tout autre domaine de savoir, plus précisément des mathématiciens. Dans les épisodes précédents de notre série L'Histoire, Science ou Fiction, nous avons traité des recherches des mathématiciens russes dans le domaine de la chronologie historique. Dans ce film, nous allons reparler des résultats principaux de ces travaux, car ils changent radicalement nos idées sur le passé. Suite aux nombreuses années de travail, le groupe de mathématiciens russes de l'Université d'État de Russie a créé plusieurs nouvelles méthodes mathématiques qui s'appliquent aux textes historiques. L'efficacité de ces méthodes a été prouvée sur un important volume de matériel fiable touchant l'époque du Moyen Âge et la période de la Nouvelle Histoire, c'est-à-dire du XVIIe au XXe siècle. Ensuite, ces méthodes ont été appliquées aux chroniques datées par les historiens d'avant le XVIe siècle de notre ère. Suite à l'examen de ces chroniques, dans l'histoire mondiale, on a trouvé de nombreux doubles et 3 décalages chronologiques. Approximativement de 330, de 1050 et de 1800 ans. Résultant de ces décalages dans l'histoire sont apparus de nombreux doubles de certains personnages historiques et de dynasties royales, et même d'époques historiques entières. Nous avons trouvé que des chroniques historiques différentes en réalité décrivent les mêmes événements, mais elles ont été attribuées à tort à des époques historiques différentes.
À l'aide de nos recherches, nous avons réussi à identifier ces doubles historiques, suite à quoi nous avons constitué une nouvelle échelle chronologique qui diffère beaucoup de celle de Scaliger et de Peto, qui est en vigueur actuellement. Cette nouvelle échelle chronologique, ou la carte comme elle est appelée par les scientifiques, a interpellé de façon vraiment déplaisante les historiens traditionnels. Il serait apparu que l'histoire a été bien différente de ce qu'on a toujours cru. Les historiens ont refusé d'y croire et les auteurs de la nouvelle chronologie ont dû rebâtir par eux-mêmes la nouvelle et réelle version de l'histoire. En d'autres mots, ils ont effectué la reconstruction de l'histoire sur la base des vraies dates de la nouvelle échelle chronologique. La version de l'histoire d'avant le XVIIe siècle qui existe aujourd'hui est terriblement déformée. Ces erreurs ont été commises par des chroniqueurs du XVIe, XVIIIe siècle. De plus, à côté des erreurs involontaires, on a commis des grosses déformations, limite des falsifications. Finalement, nous avons réussi à restaurer la vraie histoire de l'époque d'avant le XVIIe siècle. La campagne de la création de la fausse version historique a duré dans certains cas même jusqu'au XIXe siècle. Certaines grosses déformations de l'ancienne histoire ont été réalisées même au XXe siècle. Dans ce film, nous allons essayer d'exposer la reconstruction des événements historiques principaux par siècle. Nous allons être brefs, mais assez précis afin qu'on puisse avoir un regard d'ensemble sur l'histoire mondiale. Dans les films suivants de notre série documentaire, nous traiterons en détail les moments les plus importants et intéressants de l'histoire de l'humanité. Et maintenant, regardons ensemble de quoi a l'air l'histoire si on s'en tient à la vraie chronologie proposée par Anatoly Fomenko et par Gleb Nosovsky. Étudions siècle par siècle. Aucune mention dans les sources écrites des événements qui se sont déroulés avant le Xe siècle ne nous sont parvenus. Probablement, à cette époque, l'écriture n'existait pas encore. Elle est apparue seulement au Xe, XIe siècle de notre ère. L'époque d'avant le XIe siècle doit être vue comme l'époque préhistorique à l'aube de la civilisation. Probablement, à cette époque, les gens ne savaient pas encore faire de constructions importantes ni de bâtiments. Ils vivaient alors dans des grottes ou dans des huttes. Seuls des outils primitifs de ces gens-là sont parvenus jusqu'à nos jours, tels que des tessons, des os, des outils en silex, des couteaux, des embouts en pierre, des flèches et des lances, des décorations primitives en os de mammouth ou en dents des prédateurs. Aujourd'hui, tout cela est exposé dans des musées, dans les salles consacrées à l'homme préhistorique, qui aurait vécu plusieurs siècles, voire millénaires en arrière avant notre ère. Malgré l'absence des sources écrites, dans les manuels d'histoire moderne, il y a beaucoup de détails au sujet de la vie des hommes à l'époque d'avant le Xe siècle de notre ère. Les manuels parlent des Sumériens légendaires, des civilisations archi-anciennes de Mésopotamie, de l'Amérique, de la luxurieuse ancienne culture de l'Égypte, de l'époque des pharaons. Sont minutieusement détaillés les descriptifs du royaume de Troie et de la célèbre guerre de Troie qui serait datée du XIIIe siècle d'avant notre ère. La Chine ancienne éclairée, la grande Rome antique, la mystérieuse Inde ancienne, la Syrie, la Perse et la Syrie ancienne, ainsi que les royaumes anciens d'Israël et de Judée. Comme l'on affirme aujourd'hui, tout ça a existé avant le Xe siècle de notre ère. C'est faux. Tout cela a en effet existé, seulement c'était après le Xe siècle de notre ère, en d'autres mots, durant le dernier millénaire de notre histoire. La vraie histoire écrite de notre monde s'est révélée beaucoup plus courte. L'empire le plus ancien, c'était la première Rome antique, ou la vieille Rome.
La capitale de cet ancien royaume africain était située dans les Bouches du Nil. Plus tard, on l'a appelée Alexandrie. De nos jours, nous ne disposons pratiquement d'aucune source au sujet de ce royaume. Probablement c'est ici qu'est apparue l'écriture, premièrement sous forme d'hiéroglyphes. Les hommes à cette époque utilisaient des idéogrammes. Conventionnellement, nous allons appeler Alexandrie la première Rome. Aucune des constructions cyclopéennes connues de nos jours n'existait encore. Les pyramides et le sphinx, les temples et les obélisques n'existaient pas. Ils seront tous construits beaucoup plus tard, à l'époque des 14e, 16e siècles de notre ère. Au 10e, 11e siècle, la capitale de l'Empire a été transférée sur le Bosphore, où est apparue la ville de Ioros, située en banlieue d'Istanbul moderne. Conventionnellement, c'était la deuxième Rome, connue également sous les noms de la Jérusalem biblique, de la Troie antique, de la Constantinople médiévale. C'était aussi la Byzance du Moyen Âge et la ville turque d'Istanbul. Il faut noter sa situation remarquable du point de vue stratégique et sa forteresse puissante qui s'est bien conservée jusqu'à nos jours. Le pouvoir de la deuxième Rome se répandait sur de nombreuses régions de l'Est et de l'Ouest qui constituaient les provinces ou les thèmes de Byzance, tels que l'Égypte, la Russe, les territoires de l'Europe de l'Ouest, où plus tard apparaîtront l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les autres pays. La deuxième Rome, appelée également Jérusalem ou la ville sainte, représentait à cette époque le centre religieux de l'Empire communément reconnu. Tous les thèmes ont été réunis par la religion chrétienne commune. À cette époque, on ne fixait pas vraiment l'histoire locale de chaque thème. Les chroniques étaient écrites uniquement à Constantinople, la capitale de l'Empire chrétien, et elles reflétaient surtout les événements présentant un intérêt seulement pour la capitale elle-même. Au XIIe siècle, dans cette nouvelle Rome, se sont passés des événements importants qui seront plus tard décrits dans les évangiles. La naissance du Christ, sa vie terrestre, la crucifixion et la résurrection. La crucifixion du Christ a eu lieu en 1185 sur le mont Békos, qui se trouve près de l'actuel Istanbul. C'est à l'époque du Christ, au XIIe siècle, que la Russe a été christianisée un peu de temps et dans son ensemble, et non pas 1000 ans plus tard, comme nous l'affirme la version historique de Scaliger. Pour adorer le Christ sont venus le tsar russe Vladimir, le nom signifie possédant le monde, sa mère, la tsarine Malka, et son chef de guerre le plus important appelé Ataman. Dans les évangiles, il figure en tant que les trois mages sous les noms de Balthazar, de Melchior et de Gaspard. En leur honneur a été construite l'énorme cathédrale de Cologne où on a placé le célèbre sarcophage des mages. De cette façon, les événements décrits dans les évangiles ont eu lieu près de Tsargrad, soit Byzance, dans la ville de Ioros, sur la rive est du Bosphore. La ville dans la Palestine Est, nommée aujourd'hui Jérusalem, en réalité était fabriquée de toutes pièces dans un lieu désert du Proche-Orient, à partir d'un village Al-Quds, pas plus tard qu'au XVIIIe ou même XIXe siècle. Elle a été proclamée comme étant le centre religieux, mais elle n'a aucun rapport avec les événements évangéliques. L'exécution du Christ en 1185 à Ioros a provoqué un tollé dans la capitale, mais aussi dans les provinces et thèmes de l'Empire byzantin, surtout en Russie, qui était le pays natal de la Vierge Marie. À la fin du XIIe au début du XIIIe siècle, c'était la Russe qui était en tête des croisades qui se sont dirigées vers Byzance avec l'objectif de se venger de l'exécution du Christ et de punir les responsables. En 1204, durant la croisade, Byzance a été prise.
La ville a été pillée et brûlée par les croisés qui étaient des Cosaques de la Horde et leurs alliés, connus également sous le nom d'Achéens, décrit par Homère dans l'Iliade. Les Achéens ont été dirigés par un dénommé Achille antique, connu également sous le nom de Sviatoslav, le knez russe de la Horde. Cet événement est resté dans l'histoire sous le nom de la guerre de Troie, également reflété dans de nombreux documents comme la guerre des Tarquiniens et la guerre des Goths. Dans la version historique de Scaliger du Moyen Âge, cette même guerre est bien connue sous le nom commun des croisades du XIIIe siècle. Également, comme la prise de Constantinople en 1204, aussi comme la chute de Constantinople en 1261. Essentiellement, la guerre de Troie se présentait comme toute une série de guerres sanglantes à part. L'histoire moderne attache beaucoup d'importance aux croisades. Dans notre reconstruction, leur rôle devient encore plus important. La Grande Guerre de Troie du XIIIe siècle de notre ère a été la première guerre mondiale du Moyen Âge. C'était la guerre entre l'Est et l'Ouest. Elle a prédéterminé l'histoire mondiale pour plusieurs siècles à venir. Après la chute de Byzance, Jérusalem, au début du XIIIe siècle de notre ère, dans l'Empire byzantin commence l'époque des grands troubles. Commence alors l'exode, la fuite et en même temps l'invasion des différents groupements orientaux à partir du centre de l'Empire byzantin en désintégration. Ils se sont installés dans différents pays d'Europe et d'Asie. Les représentants de la dynastie royale de Byzance ont également fui de la capitale vers des provinces de l'Ancien Empire. Certains d'entre eux n'ont pas voulu accepter de perdre le pouvoir et ont commencé à agir pour la domination du monde. Suivant les idées des tsars byzantins, ayant une forte influence religieuse, leur dynastie avait le plein et légitime droit pour dominer le monde entier. Dans l'ensemble des territoires qui étaient connus, mais aussi de tous ceux qui seront découverts dans le futur. Ils voyaient ce droit comme leur héritage ancien sacré, duquel ils ont été illégitimement privés pour des causes temporelles, et lequel devait être restitué. Comme résultat sont apparus plusieurs États qui se revendiquaient comme les successeurs de l'ancien empire byzantin, par exemple l'empire de Nicée. Aux temps anciens, sa capitale, c'était Iznik. Aujourd'hui, c'est une ville en Turquie. Un autre État successeur, c'était la principauté de Vladimir Souzdal. Sa capitale était Rostov-la-Grande. Les tsars de Vladimir Souzdal, à cette époque les tsars de Rostov, c'étaient des représentants de la dynastie byzantine chassée de l'Empire après sa chute au début du XIIIe siècle. Tout comme les autres membres de la dynastie, ils ont commencé l'action pour la restauration de l'Empire. Mais tantôt par la voie militaire, tantôt par la voie pacifique, ils furent les seuls à parvenir à créer un État puissant, peuplé de différentes ethnies, incluant les territoires de la Volga et de la région nord de la mer Noire. À la fin du XIIIe siècle, dans la Russe, le pouvoir des tsars devient très puissant. Il se base sur les richesses et les ressources naturelles énormes du pays, ainsi que sur sa puissante et nombreuse armée, la Horde, dont le corps principal était formé de troupes à cheval, les Cosaques. Ainsi, dans la Russe de Vladimir Souzdal est apparue la métropole d'un nouvel empire, le successeur de l'ancien empire byzantin. C'était la Russe Horde, ou le grand empire mongol. Le joug tataro-mongol n'a pas existé en Russie. Il n'y a pas eu d'invasion accomplie d'une ethnie étrangère. Ce qui est aujourd'hui interprété comme la conquête de la Russe par des Tatars mongols était en réalité l'unification des principautés russes et le renforcement du pouvoir de tsar dans le pays. En 1261, les gouvernants de l'Empire de Nicée avec les alliés, les troupes de la Russe de Vladimir Souzdal, ont pris d'assaut la ville de Byzance. A commencé la grande invasion mongole de l'Est, à partir de la Russe vladimiro-souzdalienne, vers l'Ouest. Cette invasion a prédéterminé l'issue de la guerre de Troie.